Manifestement, les mesures Pasqua ne décoiffent pas les députés de la majorité. Côté élu RPR de base, pas question de perdre de vue les électeurs. Du coup, l'immigration zéro ne choque pas. C'est quand même un horizon vers lequel effectivement il faut tendre. À l'UDF, c'est plus compliqué. Le code de la nationalité a laissé des traces et du trouble chez certains. Sur l'immigration, le scénario pourrait se reproduire. Je ne crois pas que ce texte provoquera des dissensions au sein de la majorité. Ce que je crains un peu, c'est que l'accumulation des textes, comme les codes de nationalité droitisés par certains membres de la majorité, ajoutés au texte Pasqua et ajoutés effectivement aux contrôles d'identité qui sont absolument nécessaires, donne une impression un peu à notre majorité de commencer par un virage à droite, tout à droite. Et à gauche, pas d'hostilité a priori. C'est qu'on balance entre les principes et le réalisme. Il faut se garder de toute mesure qui exciterait les réactions de xénophobie et de racisme. Le problème du regroupement familial, qui je le rappelle a été instauré en 1976 par M. Chirac, produit aujourd'hui des effets qu'il faut tout de même stopper. Sur l'immigration à l'Assemblée, il n'y aura sans doute ni consensus ni levée de bouclier. Il y a les flux migratoires, il y a surtout la pression de l'opinion publique. Je crois qu'il y a toute une série de gens qui ont vocation à s'installer en France parce qu'ils ont épousé des Français, parce qu'ils ont des enfants français, parce qu'ils sont là depuis leur enfance et qui vont se trouver du jour au lendemain dans une situation de totale insécurité. Comment peut-on réellement intégrer ces gens-là? On veut en réalité les rejeter et encore une fois on les désigne à l'opinion publique comme indésirables. Ça va exactement à l'encontre de l'objectif que l'on prétend poursuivre. Jusqu'à récemment, ça date de moins d'un an, on pensait que ça donnait un point de vue, un certain nombre de choses. Et... Cette femme a vécu avec cet homme pendant des années. Ils ont eu des enfants. S'ils n'avaient pas vécu ensemble, ils n'auront jamais d'enfants. Et comment se fait-il que cette femme pourra rester éternellement sans voir son mari? On fait venir la deuxième femme ici parce que une femme est là, une femme qui est là. Et puis, elle est là, elle est avec ses enfants. L'autre, elle est là-bas, elle souffre. On ne peut pas condamner ces gens-là de faire, parce que pour eux, c'est tout à fait logique. Maintenant que ça pose problème ici, on en parle. Mais je le dis, je le répète, c'est des gens qui sont vraiment infimes par rapport à la communauté ici. Ils ne représentent pas grand-chose, quelques milliers. Ce 61e sommet franco-allemand était la première sortie commune de François Mitterrand et d'Édouard Balladur. Le théâtre de la construction européenne permet à la troupe de la cohabitation d'envoyer en tournée ces deux vedettes qui en général se produisent à huis clos en Conseil des ministres. Grâce aux caméras, on a pu constater qu'à Bonn, et contrairement à ce qui se passe à Cannes, les deux premiers rôles ne cherchaient pas à se voler la vedette. François le socialiste marche du même pas qu'Édouard le RPR et ils petit déjeunent ensemble avec le chancelier Kohl. À Paris, avant leur départ, ils avaient pris soin, chacun de leur côté, de nous faire savoir que sur le GATT, la Bosnie, la mise en œuvre de Maastricht, la construction européenne, la défense commune, les pendules de l'Élysée et de Matignon étaient à la même heure, pour le moment du mois. Et quand on leur demande comment se passe leur cohabitation, eh bien, ils n'hésitent pas à se placer sous une auréole. Je vous renvoie à saint Thomas. Voyez. Peut-être voulez-vous ajouter quelque chose? Je crois que saint Thomas dit « voyez et touchez ». François, ich finde es gut als Christdemokrat, dass hier der En tant heilige que Thomas démocrate eine solche chrétien, Rolle spielt. je trouve très bon le rôle qui est joué ici par saint Thomas.
Si tout va pour le mieux dans le ménage franco-français, qui repart dans le même train, comment cela va-t-il dans le couple franco-allemand, secoué par la crise économique, le drame de la Bosnie, les négociations du GATT? Sur la Bosnie, la France et l'Allemagne réaffirment le plan Vance-Owen et refusent tout fait accompli, fondé sur la force. Sur le GATT, les Allemands ont accepté, comme le voulaient les Français, que l'agriculture ne soit point séparée des autres sujets de discussion. Mais sur ces autres sujets, ce petit pas ne doit pas masquer qu'entre les deux pays, la distance reste grande. Écoutez bien, la mise en pratique de l'idée de M. Balladur est digne d'un casse-tête chinois. Il va falloir d'abord vérifier si l'entreprise a vraiment besoin d'un plan social. Mais le ministre du Travail le jure, il ne s'agit pas d'un retour à l'autorisation administrative de licenciement. Il va falloir ensuite que les salariés aient leur mot à dire. Référendum, instance paritaire, peu importe, répond le gouvernement, il faut que le débat social soit authentique et partagé, dit-il. L'État est maintenant d'accord, les salariés aussi, l'entreprise peut signer une convention. Cette fois, chaque employé sera consulté individuellement avec une question: accepte-t-il oui ou non la baisse de sa rémunération? Si sa réponse est négative, il risque le licenciement. On voit que le choix est limité. Et pourtant, la chute de son salaire n'a pas été balisée par le gouvernement. Il ne voit pas pourquoi elle ne pourrait pas atteindre 70%. Il s'engage simplement à compenser la moitié de cette perte pendant 1 an. Mais que les chefs d'entreprise ne se réjouissent pas trop vite. Eux aussi vont devoir faire des promesses. Ils devront geler leur masse salariale, aucune embauche ne sera possible, aucun licenciement non plus. Ce sujet vous a intéressé? Alors à vos cassettes. Pour le comprendre, il faudra relire la bande. Grisâtre, très grisâtre le marché automobile français. 132 000 voitures ont été immatriculées le mois dernier, 12% de moins qu'en mai 92, et les stocks s'accumulent. C'est encore plus préoccupant si l'on prend en compte les 5 premiers mois de l'année, moins 18,5% par rapport à l'an dernier. Renault s'en sort bien, ses ventes sont quasiment stables, c'est le début de l'effet Twingo notamment. En revanche, le groupe PSA Peugeot Citroën souffre terriblement, moins 24%, et ce malgré les sorties récentes de la 306 et de la Xantia. Les constructeurs français conservent tout de même plus de 60% du marché. La crise ne profite pas vraiment aux importations. Les prévisions ne sont guère optimistes, moins 13% pour toute l'année 93 sur l'ensemble du marché européen. De nouvelles suppressions d'emplois sont donc à prévoir. Peugeot préparerait d'ailleurs déjà un nouveau plan social pour septembre prochain. Il vit avec l'avenir, il fait des projets, il fait comme si rien n'était. Pour lui, il n'est pas malade. Il nie pas, il en parle du sida, il est au courant de tous ses problèmes, mais pour lui, il vit, je dirais, il vit à 100 à l'heure. À 100 à l'heure, mais sans panique. Cette rage de vivre, malgré la mort certaine, le père de Stéphane avait voulu en saisir tous les instants, filmer la vie comme pour mieux conjurer la peur de la mort, du sida qui a tué avant Stéphane son petit frère Laurent. Dernières images d'une lente agonie, c'était il y a un peu plus d'1 an. Tu choisirais de mourir, toi. Ça va pas, non. Laurent est mort le 31 janvier 1992. Stéphane, lui, a continué à se battre. Un jour, je serai pilote, disait-il. La rage de vivre jusqu'au bout comme un enfant de son âge, un adolescent de 15 ans.
Visage fermé, Alain Boublil est un homme qui n'aime pas sortir de l'ombre. Il était hier dans les allées du pouvoir, il est aujourd'hui dans les couloirs de la justice. Présumé trop bavard en 88, en 93, il ne dit mot. Pas même dans la salle d'audience à son ami Samir Traboulsi. L'homme d'affaires libanais arbore à son revers la Légion d'honneur qui lui a été remise en 88 par Pierre Bérégovoy avant que n'éclate l'affaire Péchinet. 5 ans après, Samir Traboulsi espère être blanchi. C'est l'heure de vérité, je suis content qu'elle ait enfin lieu. Pardon. Heure de vérité aussi pour Max Terret, accusé d'avoir bénéficié des tuyaux concernant l'entreprise d'aluminium. Et les trois hommes sont d'accord sur au moins un point. Le dossier d'instruction est incomplet, partisan, désastreux et stupéfiant. D'où demande de supplément d'information, demande d'incompétence du tribunal et prise en compte de nullité de procédure. Dès le premier jour, la défense laisse entendre que ce procès est sujet à caution. Il est vrai que dans ce dossier, les mots ont autant d'importance que les chiffres. Et s'il y a eu dans cette affaire peut-être beaucoup d'initiés, il n'y a seulement que 9 prévenus. À 66 ans, Francesco Smalto est entré hier pour la première fois dans le bureau d'un juge. Mis en examen pour proxénétisme aggravé, il a été laissé en liberté contre le versement d'une caution de 500 000 francs. Au départ, les enquêteurs de la Mondaine travaillaient sur un réseau de call girls de luxe, des jeunes femmes, parmi elles des mannequins, qui offraient leur charme à des clients gabonais ou saoudiens. Selon des proches de Francesco Smalto, il ne s'agissait pas d'un réseau mais de services offerts ponctuellement. C'est, dit-on, un collaborateur de l'entreprise, Michel Mariani, tailleur chez Smalto depuis plus de 20 ans, qui aurait pris l'initiative de se faire accompagner dans ses voyages à l'étranger. Entendu par les policiers, Michel Mariani aurait quant à lui déclaré avoir agi à la demande de sa direction. Ce soir, dans l'entourage de Francesco Smalto, on explique avec le sourire, s'il fallait s'attaquer à toutes les entreprises qui proposent ce genre de service, il faudrait sanctionner tout le bottin industriel. La petite Fiat bleue n'avait pas été garée là par hasard. Le robot et les artificiers de la police ont évité le pire. À l'intérieur du véhicule, on découvre plusieurs kilos d'un explosif puissant, du carburant capable de provoquer un gigantesque incendie et surtout une télécommande pour une mise à feu à distance. La machine infernale était destinée à tuer, pas n'importe où, pas n'importe qui, à 100 mètres seulement du palais du gouvernement, alors que le président, non loin de là, célébrait la fête de la République italienne. L'avertissement est clair, mais cette fois, la mafia a été mise en échec par un coup de téléphone d'un voisin intrigué. Signe que l'attitude des Italiens change, mais qu'également, la peur s'installe dans les esprits. Cette nouvelle tentative d'attentat intervient le jour même où, en Sicile, la police italienne enregistre un nouveau succès. En effet, un parrain, l'un des grands dirigeants de la mafia recherché depuis 13 ans, a été arrêté dans une ferme près de son village où il se cachait. La partie de bras de fer entre l'État italien et la mafia continue. Où et quand le prochain attentat ? Enterrés à quelques pas du parking où la mort a interrompu leur partie de foot, 15 victimes qui avaient cru, en cette fête musulmane de Bayram, pouvoir oublier la guerre. Après l'enquête balistique menée ce matin par les casques bleus français, les responsables du massacre d'hier sont clairement identifiés. Les éclats vers l'est indiquent la direction du mortier. L'angle avec cet immeuble donne la distance, 1000 mètres. L'enquête qui a eu lieu ce matin à Dobrigna a montré clairement que l'origine des tirs se situait dans la région de la caserne occupée par le premier corps serbe du côté de Lukavica. Ils sont morts pour un paquet de cigarettes, le prix de ce tournoi de foot terminé en bain de sang. Il s'appelle Mikhail Markovic, il est député d'opposition, il siège au Parlement de Belgrade. Quelques minutes après cette image, il est évacué, inanimé sur un fauteuil roulant. Un député nationaliste l'a assommé à coups de poing. C'était hier à Belgrade.
Il s'appelle Vuk Drašković. Il est le dernier chef d'opposition. Il parlait sans réserve. « Honte à l'Occident de soutenir Milosevic », criait-il dans la soirée. Arrêté dans la nuit, hospitalisé, la mâchoire fracassée, on n'est sans nouvelles de lui. Il s'appelle Dobrica Ćosić. Il était président de la République, écrivain, nationaliste, mais homme de dialogue et d'ouverture. Il était l'un des espoirs d'une paix négociée. Dans la nuit de lundi à mardi, il a été chassé de son poste à la suite d'une alliance de Milosevic avec l'extrême droite. Slobodan Milosevic, président de Serbie, ne s'embarrasse plus aujourd'hui de la façade démocratique qui lui était nécessaire tant qu'un mouvement diplomatique était en cours. Il concentre avec violence tous les pouvoirs dans ses mains. Il fait alliance avec les mouvements extrémistes, comme si depuis l'accord de Washington, il savait qu'il n'avait plus rien à craindre de l'Occident. L'opposition a manifesté hier soir à Belgrade, manifestation durement réprimée, 1 mort, 30 blessés, dont 8 par balle. En fait, c'est une chose que ma mère me disait toujours quand j'étais adolescente, pour me dissuader d'avoir des aventures avec les garçons. Elle me disait, méfie-toi, les histoires d'amour finissent mal en général. Et donc, évidemment, elle ne m'a pas convaincue, mais je trouvais que ça allait bien avec le ton du film. Une love story, mais nouvelle version, ou comment le cœur de Zina balance entre Slim, qu'elle doit épouser, et Frédéric, dont elle tombe amoureuse, comme pour fuir une vie trop rangée. Pour la crèche municipale, je ne sais pas quels sont vos projets en ce moment, mais elle est assez chargée et je vous propose d'ouvrir un dossier maintenant. Ah non, non. Ah si. Non, pas tout de suite. Comme ils vont bientôt s'installer tous les deux, j'ai l'impression qu'à chaque fois c'est comme un... Bon, il y a un frigo qui arrive, un nouveau lit qui arrive, et à chaque fois c'est un peu comme un barreau de prison qui s'installe petit à petit. Et là, elle se rend compte qu'elle va vivre comme ça. C'est une petite vie, et elle n'a pas fini de vivre, là, elle ne veut pas s'arrêter. Il y a 2 jours c'était fini, et maintenant je dois tout quitter pour toi. Si je pouvais mettre mon histoire avec Slim au frigo, on aurait le temps d'essayer quelque chose, toi et moi. Comme ça, si on se plantait, tout serait pas foutu. J'ai pas de frigo. Elle est emmerdeuse. C'est une emmerdeuse, mais pas une emmerdeuse, c'est pas voulu. Elle calcule pas, quoi. Elle le fait pas exprès, elle est comme ça. Mais je pense que dans la vie comme ça, des nanas comme ça, il doit en exister pas mal. Et puis tout dépend de la personne qu'elle a en face, quoi. Elle peut être emmerdeuse pour certains et pas du tout pour d'autres. Qui au contraire aimeront cette nana qui vient et qui est vraie. Il t'a sauté? Non. Combien de fois? Une fois. C'est drôle, on s'attache aux 3 personnages, c'est toute l'habileté de ce film qui ne juge pas, ne démontre rien. D'ailleurs, certains trouveront que ça se termine mal pour Zina et d'autres plutôt bien.